Denis Merquin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'intervenir sur notre observatoire de la médiation culturelle dans le champ social sur le mot démarche territoriale, et bien sûr ça pourra toucher d'autres mots aussi qu'on a dans notre nuage de mots, si tant est que ce soit pertinent. Alors moi ma première question, Denis, vous avez beaucoup travaillé sur les quartiers, sur la question des quartiers. Ma première question, c'est que régulièrement on semble soit défendre la politique de la ville, soit la remettre en cause. Alors, quel regard vous portez sur ses réussites, sur des choses peut-être qui ont moins bien marché, son évolution? Quels seraient les enjeux aussi aujourd'hui de maintenir cette action de politique de la ville? Il y a peut-être une réponse à cette question vient du fait de l'histoire de cette politique de la ville qui peut nous donner des pistes. La politique de la ville, comme on le sait, naît en réponse à une mobilisation des quartiers dans différentes villes de France, notamment à Lyon, à Marseille, dans la fin des années 70 et début des années 80. Et c'est une tentative donc, pour répondre à cette mobilisation. Alors, il faut voir la nature de cette mobilisation et la nature de la réponse qui lui a été donnée. Et je pense que ça donne quelque part une bonne clé de compréhension des pourquoi elle doit être défendue, cette politique, et quelles sont ses limites et en quoi elle est critiquée et critiquable. Et donc il y a là quelque chose qui est fondamental. La politique de la ville est une réponse d'État à disons, un glissement de relativement long terme au sein des classes populaires. Il y a là l'une des premières ruptures, l'un des premiers segments qui va se détacher de l'ancienne classe ouvrière telle qu'on l'a connue tout au long du XXe siècle. Et donc c'est un peu l'émergence des quartiers, non pas parce que les quartiers n'existaient pas auparavant, mais le mouvement social, les mouvements sociaux, les formes de protestation, les thèmes de cette protestation, de ces manifestations naissent à ce moment-là. Et donc cette fragmentation, cet éclatement des classes populaires trouve sa source dans une insatisfaction de l'ancienne classe ouvrière qui n'arrive pas à contenir le malaise qui est celui de cette partie-là des classes populaires, et en même temps un point d'appui sur le plan du territoire. Elle s'appuie sur le quartier, sur le territoire pour venir dans l'espace public, manifester sa voix, et aussi comme endroit de tentatives, d'essais, plus ou moins réussis selon les périodes, pour construire une forme de mobilisation permettant d'interpeller les pouvoirs publics et obtenir des réponses concrètes. C'est à la fois un mouvement qui va dénoncer sur l'espace public toute une série d'injustices, parmi lesquelles le racisme, les effets du racisme et de l'action policière aussi, et puis toute une série de déficits concernant les conditions de vie de ces populations qui nécessitent d'un autre type de réponse. Et c'est à ces réponses-là, notamment que la politique de la ville tente, à ces questions-là que la politique de la ville tente de donner réponse. Donc c'est une action d'État aussi novatrice, parce que jusque-là, jusqu'à cette période-là, l'État s'adressait, destinait des ressources, débourser de l'argent en direction des classes populaires par deux biais fondamentaux ou par deux voies principales. La famille, donc toute la politique sociale qui s'adressait à la famille, la CAF serait le grand appareil institutionnel visant les classes populaires à travers la famille, et le travail, la protection du travail. Ici, ce qu'on va voir, c'est un pied de l'État social se consolider par le territoire. Donc l'État s'adresse aux classes populaires par le territoire. C'est une action qui est fondamentale. Aujourd'hui, on voit mal comment elle pourrait être supprimée. C'est l'action transversale qui réunit plusieurs ministères pour s'adresser aux populations qui ont des déficits de tout genre, mais surtout liés à la ville,
à l'habitation, à l'habitat, au quartier, aux équipements collectifs, etc. Et donc en réunissant toute une série d'actions ministérielles qui vont de la culture au logement, en passant par les collectivités territoriales, etc. Donc de ce point de vue, c'est salutaire. La limite, c'est qu'elle est présentée comme une réponse à la question sociale. Et ça ne peut pas être une réponse à la question sociale parce que la question sociale trouve son origine dans les mutations du monde du travail. Et la politique de la ville laisse expressément en dehors de son champ d'action, parce qu'elle s'adresse au territoire, la question du travail qui est le lien social fondamental. Du coup, le mouvement social trouve des ressources mises à disposition de l'État et accessibles à travers la mobilisation, mais qui ne touchent pas la dimension fondamentale, qui touche ou qui permet de répondre à toute une série de revendications et de ressentis importants, mais qui laisse à l'extérieur un déficit très important. Et cela même quand dans la politique de la ville est intégrée notamment la question de l'éducation avec les zones d'éducation prioritaire à l'époque, etc. Mais de ce fait, se renforce une coupure entre cette fraction des classes populaires qu'on appelle les quartiers, ou les banlieues, ou les cités, et le reste de l'ancienne classe ouvrière qui va se décomposer elle aussi également dans d'autres segments des classes populaires. Donc du coup, il y a là un espace aveugle. Il est difficile que les quartiers se mobilisent pour des questions d'économie nationale, d'ordre économique, d'ordre du travail, de tout ce qui touche à la grande organisation de la société. Et du coup, les quartiers, par effet de la politique de la ville, d'une part, et par leur propre origine de mobilisation, ont tendance à se spécifier, s'isoler dans une certaine mesure aussi, se constituer en groupe à part. Donc là, il y a un problème politique majeur qui est en partie le résultat de la réponse que l'État a donnée à un type de mobilisation sociale. On pourrait dire presque qu'il y a une culture de la politique de la ville qui se met en place parmi les habitants. Oui, une culture au sens où il y a un apprentissage, un savoir-faire des militants spécialisés, des organisations spécialisées, tout un milieu associatif qui est né, qui s'est nourri de l'argent et des dispositifs que l'État a mis à disposition des quartiers pour ce faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, le volet culturel est très riche et parfois même, on pourrait dire, surdimensionné à certains égards. Les mouvements sociaux eux-mêmes ont parfois un regard un peu critique vis-à-vis du fait que ça peut s'apparenter à une politique de financer pour occuper les jeunes, quoi, d'une certaine manière. Hein. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais il y a là, on voit bien que certains aspects de la mobilisation ont pris plus fortement que d'autres, et parfois même avec des résultats très intéressants et très riches. Par exemple, dans cette débandade des classes populaires, à l'intérieur de laquelle il faut regarder les quartiers, il est indéniable qu'aucun autre segment des classes populaires en France n'a produit, on a développé une production culturelle de la taille, de la finesse, de l'intelligence, de la création, de l'innovation, comme ce qu'on appelle la culture hip-hop ou la culture des quartiers, qui est concomitante. Hein. Tout cela commence à la même période et se développe jusqu'aujourd'hui. Bon, ces dispositifs de l'État, des collectivités territoriales, etc., qui vont beaucoup aider cette dimension expressive du mouvement social, ne trouvent pas d'équivalent ailleurs, dans d'autres héritiers de la vieille classe ouvrière. Et tant mieux. Mais en contrepartie, on voit bien que quand d'autres mouvements sociaux qui concernent d'autres thématiques, comme le travail notamment, se manifestent, eh bien les quartiers ont du mal à s'associer, à s'en approprier, à se sentir partie prenante
de ces autres mobilisations, comme pour les retraites, on l'a vu par exemple lors des mouvements comme le mouvement d'opposition à la fameuse loi première embauche, à l'époque Villepin. Bon, on voit bien qu'il y a là un court-circuit, quelque chose qui est difficile, qui ne va pas d'elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une injustice quand on considère que certains jeunes qui ont bénéficié de la politique de la ville ont quitté le territoire en question et d'autres les ont remplacés, qui en bénéficient à nouveau en disant, les élus disent à certains moments, vous voyez, ça ne fonctionne pas vu qu'il y a encore un ghetto, et sans tenir compte que certains sortent justement du ghetto pour aller faire des études d'informatique, pour aller travailler dans un domaine culturel, pour aller faire du graphisme. C'est le genre de politique, notamment les politiques culturelles, Ouais. et un certain nombre de politiques sociales. Ce n'est pas le cas de toutes les formes d'intervention, mais pour ces genres-là, ils ont une profonde ambivalence. Parce que la promotion sociale vise une lutte contre la ghettoisation qui a beaucoup été dénoncée, et donc elle vise à favoriser la mobilité sociale individuelle, pensée individuellement. C'est-à-dire, c'est une logique libérale, même quand elle est de gauche, c'est une logique libérale propre à ce genre de dispositifs qui se sont beaucoup développés aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et qui visent donc à donner plus d'opportunités, à faire en sorte que les habitants de ces quartiers bénéficient du même taux, disons, d'opportunités que les autres individus, les autres jeunes d'autres quartiers, d'autres groupes sociaux, d'autres catégories. Mais, et donc, l'effet qu'elles produisent est exactement celui que vous décrivez, c'est-à-dire certains jeunes arrivent à s'en sortir, et c'est ça le mot qui est l'expression qui est employée, s'en sortir, et s'en sortir, ça veut dire quitter sa classe, quitter son groupe d'appartenance. Donc effectivement, quand vous êtes un artiste, un écrivain, un réalisateur, un universitaire, etc., qui a su saisir les opportunités, comme tout le reste du groupe reste justement dans la même situation, eh bien, vous sortez de la place. Ce ne sont pas des politiques visant à réduire les écarts sociaux. Ce ne sont pas des politiques visant à contrer les dynamiques qui poussent ces groupes vers la pauvreté, vers l'éloignement, vers l'exclusion dans certains cas, etc. Et donc, il y a là une profonde ambiguïté, et en ça, les nouveaux dispositifs diffèrent beaucoup de ceux qui ont été produits à l'époque de la classe ouvrière par l'état social du XXe siècle. Mais attention, le mouvement social des quartiers doit aussi en faire sa critique, c'est-à-dire il faut porter un regard critique sur ce mouvement social parce que c'est ce qui était demandé. Les artistes demandaient des opportunités pour eux-mêmes. Et donc il y a là une logique très individualiste, et donc l'effet est particulièrement celui-là, c'est-à-dire cette jeunesse, ce mouvement social ne revendique que de manière ambiguë l'appartenance au groupe. Ils vont revendiquer les quartiers ou certains volets identitaires, religieux, culturels, etc., certes, mais surtout, ils demandent des opportunités individuelles pour quitter le groupe. En faisant ça, le groupe piétine toujours sur sa même dynamique. Ce ne sont pas des mouvements sociaux dont l'objectif est, disons, le changement social, un changement social qui concernerait les rapports sociaux au sein desquels ces groupes sont pris. Alors on va un peu avancer sur la question de la politique culturelle un peu dans les quartiers. Quel regard vous portez sur les acteurs en général et les acteurs culturels dans les quartiers? J'entends acteurs spontanés, acteurs institutionnels. Est-ce qu'il y a des actions significatives qui retiennent votre attention, de nouvelles formes d'expression? Oui, alors on le disait, hein, il y a eu là depuis une trentaine d'années, voire plus, un mouvement culturel extrêmement important.
Et il faut le saluer, et je trouve particulièrement intéressant et important que différents acteurs institutionnels aient venu soutenir ce mouvement-là. Et à côté de ce mouvement-là, la persistance des collectivités territoriales notamment pour agir culturellement dans ces quartiers, même à côté du mouvement hip-hop pour aller vite, pour lui donner un nom un peu générique. Je pense notamment par exemple à la lecture publique et tout l'effort qui a été fait autour des médiathèques et des bibliothèques, qui est très important et qui s'inscrit souvent dans des logiques de projets de rénovation urbaine. On va financer une médiathèque et c'est particulièrement important et salutaire. Et ça l'est parce que cet espace culturel n'est pas un espace culturel quelconque, c'est le lieu d'élaboration de ce qu'on appellerait, ou on aurait appelé autrefois, une conscience sociale. Hein. C'est là le laboratoire de la politique sur le plan local. Ces expressions culturelles sont effectivement très diverses, mais c'est là que le groupe social arrive à dire, à débattre, à produire et élaborer et habiter des conflits qui sont souvent, y compris des conflits à l'intérieur du groupe, entre différents secteurs, positions. Est-ce qu'on est pour l'éducation, est-ce qu'on est contre l'éducation, est-ce qu'on est français, est-ce qu'on n'est pas français, est-ce qu'on défend la laïcité, est-ce qu'on ne la défend pas. Bon, toute une série de topics, des questions, d'éléments d'une importance politique majeure. Est-ce qu'il faut aller voter, est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce que ce sont des mouvements sociaux? Est-ce qu'on est avec les syndicats? Est-ce qu'il n'y est pas? Est-ce que les partis politiques sont à nous? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Bon, on a vu tout au long de ces décennies énormément de débats, et ces débats politiques passent par le milieu associatif, d'une part, et par une parole beaucoup plus libre, plus expressive et souvent plus frontale à travers la culture. Donc je pense qu'il y a là quelque chose de particulièrement important parce que ces groupes sociaux, comme tous les autres, ont besoin de pouvoir construire un point de vue collectif. Ce qui est en jeu, c'est de savoir dans quel monde vivons-nous et quel est notre point de vue commun sur le monde dans lequel nous vivons. Et la réponse à ces deux questions ne peuvent pas venir de l'extérieur, et heureusement, elles ne viennent pas uniquement de l'extérieur. Donc ces voix-là, elles vont à la confrontation, à la discussion, au débat, à l'échange, et c'est très important que ce soit comme ça. Alors vous y avez déjà répondu un peu, hein, c'est-à-dire la question de savoir si on doit toujours parler de public politique de la ville, finalement, parce qu'il y a un risque de stigmatisation. Vous avez un peu répondu sur cette question de cette ambivalence entre le ghetto et l'émancipation individuelle, finalement, sortie du groupe. Moi, je me suis posé la question récemment, on se l'est posé même en équipe, à savoir comment se fait-il que lors des mouvements spontanés du type Nuit debout, les Jeunes pour l'environnement, voire les Gilets jaunes, les quartiers n'ont pas pris part à ces mouvements, à ce que je sache. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des mouvements assez forts, porteurs, culturellement, idéologiquement. On remet un peu d'idéologie là-dedans et c'est plutôt sain. Et on se dit, ben voilà, pourquoi les quartiers n'ont pas pris part? Je ne sais pas quelle hypothèse avoir. Il est difficile de répondre à ces questions. Il y a sans doute une conséquence de l'éclatement des classes populaires. Le mouvement Nuit debout, il n'a pas suscité d'adhésion de la part des quartiers, mais des classes populaires en général non plus. La classe ouvrière, ceux qui sont aujourd'hui les Gilets jaunes, par exemple, ne prenaient pas part du mouvement. C'était un mouvement essentiellement citadin, jeune et universitaire. C'est parti de l'université et n'a pas réussi à mobiliser au-delà de ces frontières naturelles, si je peux dire comme ça. Bon, avec les Gilets jaunes, c'est une autre histoire et on voit bien ce dont on parlait, cette rupture du départ, on explique beaucoup. Nous ne pouvons pas oublier ce qu'on appelle fréquemment, c'est une mauvaise expression, mais c'est celle dont on dispose, la question ethnique.
la question ethnique était au fondement aussi de cette mobilisation de départ, dès le départ, des années 70 et 80. Et quand on interroge, quand on se rapproche de ceux qui étaient à l'origine de ces militants, on voit bien une voix qui est très critique vis-à-vis des organisations populaires de l'époque, les syndicats, les partis politiques de gauche, etc., qui semblaient incapables, voire parfois réactives, à toute possibilité de prise en compte des effets du racisme. Et malheureusement, probablement, l'un des risques dans lesquels on est souvent tombé, dans lesquels on est souvent de plus en plus, c'est celui de voir émerger une espèce de racisme inversé, hein, c'est-à-dire une défense identitaire, culturaliste, qui va interposer l'existence d'une singularité culturelle et la reconnaissance de cette singularité culturelle avant même toute autre possibilité de discussion. On réduirait la personne à son identité ethnique, par exemple, avant même de s'imaginer qu'elle est plus complexe qu'une identité ethnique, c'est ça? Oui, le mouvement social lui-même, les individus eux-mêmes, sont rentrés dans cette logique-là d'une lutte pour la reconnaissance de la singularité culturelle, nationale, ethnique, religieuse, etc., qui s'est mis en avant. Et toute forme de contestation ou de proposition de type, par exemple, universaliste, peut être dénoncée comme une forme de racisme ou de négation de l'identité de l'autre. Et donc là, dans ces conditions-là, les possibilités d'une unification du mouvement social sont très difficiles, hein, presque inenvisageables. Bon, tout le monde ne va pas... Il y a des degrés et des positions extrêmement variées. Hein, il suffit de considérer des artistes ou des intellectuels populaires. On en parlait avant, l'une des merveilles de ce mouvement-là, c'est d'avoir produit énormément d'intellectuels issus du milieu populaire et appartenant au milieu populaire qui tentent justement d'écrire, de produire des choses à partir de la réalité sociale, politique, etc. Mais au sein de cette production, il y a cette question qui n'est pas une question, contrairement à ce qu'on peut penser, exclusivement française. On le voit partout, on le voit aux États-Unis, c'est plus ancien, c'est plus dans leur ADN culturel et politique. On le voit avec beaucoup de nouveautés et de force en Amérique latine, par exemple, où beaucoup de groupes sortent des formes anciennes de se penser comme membres des travailleurs, de la classe travailleuse, des paysans, etc., pour se penser, par exemple, en Amérique latine, comme des Indiens. Et celui qui se disait paysan, il y a 20 ou 30 ans, se dit aujourd'hui indien et il revendique une identité ethnique avant de revendiquer l'accès à la terre, par exemple. Et la même chose peut être lue comme ça en France, c'est-à-dire il y a un glissement vers des dimensions culturelles, avec toute une série de nouvelles revendications qui posent problème pour aller au dialogue, à la communication, à l'action commune avec les autres groupes. Ce qui manque certainement, c'est une capacité à pouvoir hiérarchiser les combats sociopolitiques, à donner un ordre politique au conflit et à ne pas, disons, il y a une impossibilité d'agir quand on place tous les conflits, tous les mépris, toutes les discriminations, toutes les formes de domination sur le même plan. C'est l'immense talon d'Achille de l'idée de la convergence des luttes, de la transversalité, c'est qu'il n'y a pas de stratégie du conflit possible. À l'opposé, quand on voit l'action du gouvernement, par exemple, ce gouvernement, où
les organisations sociales des classes dirigeantes, elles ont un ordre de bataille et un ordre hiérarchique parfaitement bien établi. En face, les classes populaires sont désorganisées, sont éclatées, et donc voilà, il y a des mouvements partiels qui émergent ici et là, et on se demande, mais pourquoi cela ne participe pas de celui-là? On pourrait se poser la question inverse. Pourquoi les autres classes populaires ne se mobilisent pas à la faveur des banlieues, des cités, etc. Pourquoi elles ont été pendant si longtemps isolées dans la dénonciation des violences policières, par exemple? Ces violences policières qu'on dénonce aujourd'hui contre les syndicats, contre les gilets jaunes, dans les manifestations, etc., les banlieues les vivent depuis une belle lurette et les dénoncent avec force depuis très longtemps. Les flashballs, les contrôles abusifs, les incarcérations, les gardes à vue, voilà. Et donc, il y a une césure, il y a une rupture là qui est de part et d'autre. Mais la réponse au racisme ne peut jamais être le racisme inversé. La revendication de la singularité de soi comme étant un sujet à part. À ce moment-là, il y a rupture. Alors, peut-être la dernière question, qui est assez vaste aussi, qu'on peut questionner, c'est est-ce que le fait de déplacer un lieu culturel ou tout autre lieu culturel comme une bibliothèque dans les quartiers suffit? Est-ce qu'il y a encore des initiatives? Je réfléchis toujours sur cette notion de culture labellisée et culture spontanée finalement, qui peuvent à certains moments se s'allier, à d'autres moments complètement s'opposer. Voilà, encore revenons un peu sur la question des réussites de ce type d'action. Les classes populaires, dans leurs manifestations culturelles notamment, sont toujours dans une profonde ambiguïté. Parce qu'elles ont besoin de pouvoir se constituer un groupe, et donc de pouvoir avoir une voix collective qui parle, un style musical, une forme d'expression, une parole, un artiste qui représente le groupe. Et en même temps, elles cherchent la reconnaissance, et notamment la reconnaissance institutionnelle, la réussite. Donc souvent, c'est l'histoire des maintes mouvements de contre-culture, par exemple. Eh bien, le mouvement culturel dénonce, critique, etc. Il se voit reconnu et il perd sa force parce qu'il se détache du groupe. Ouais. Et on recommence. On a l'impression que c'est l'éternel commencement. Bon, c'est l'une des tensions contre lesquelles, en réalité, ou dans laquelle habitent les classes populaires. Les classes populaires, si elles restent dans leur identité, elles sont soumises. Elles sont soumises, elles sont appauvries, elles sont... Le propre, c'est-à-dire ce qui donne l'identité, c'est une forme de domination. Si elles s'intègrent, elles perdent leur identité. Donc, comme on ne vit pas dans une société égalitaire et on est loin d'y arriver, eh bien, il y a toujours cette ambivalence. Comment faire pour maintenir le collectif dans un certain degré de cohésion permettant la lutte sociale, la lutte politique, l'expression culturelle, et en même temps pouvoir avancer et pouvoir conquérir des espaces de reconnaissance, des avantages, etc., ce qui va nous conduire vers une intégration sociale et politique plus importante au prix de l'affaiblissement du groupe. Donc les actions culturelles, c'est très très bien que l'État y aille avec les institutions de la République. L'école, une bibliothèque, c'est-à-dire tout ce qui est égal à ce qui est fait ailleurs. Bon, mais ce mouvement ne peut pas naturellement servir à la constitution d'une identité singulière. Donc il y a là une ambiguïté qui est difficile à résoudre, une tension, ça s'exprime comme une tension, et c'est au mouvement social d'habiter cette tension et d'essayer de lui donner une forme, d'agir, de se servir comme un levier également. Denis Merklin, merci beaucoup pour cette intervention et à très bientôt. À très bientôt, merci à vous et bravo à l'Observatoire.